Bonjour, messieurs et dames, et bienvenue à ce webinaire que nous allons ensemble présenter sur le suivi efficace de la performance des programmes par la visualisation des données, avec focus sur comment choisir la bonne présentation visuelle pour atteindre les cibles. Ce webinaire sera présenté par Peter Tendo-Tebon. Je vais vous faire voir, je suis Peter Tendo-Tebon, conseiller senior en suivi et évaluation pour le projet ASAP 2, basé ici à Yaoundé, Cameroun. À titre de rappel, vous allez vous tous regarder en bas de votre écran, il y a des onglets là-bas, Q&A. Là, ça vous permet de poser vos questions pendant qu'on déroule le webinaire. Et il y a aussi le chat. Là, ce serait bon que vous écrivez vos noms et l'organisation dans laquelle vous travaillez. Pour qu'à la fin, nous allons recenser ceux qui auront participé à ce webinaire. Et il y aura aussi des plages de temps qui sera réservé pour répondre à vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas, écrivez seulement vos questions dans l'espace prévu Q&A. Et là, nous allons prétendre donner les réponses à vos questions à un moment donné. Donc, nous allons continuer et je vais éteindre mon vidéo afin de faciliter le déroulement de ce webinaire. Slide, please. Oui, comme vous le savez, ASAP, c'est un projet d'IntraHealth qui prépare rapidement les partenaires locaux pour qu'ils aient les capacités et les ressources nécessaires pour servir des partenaires principaux pour la programmation de l'USAID PEPFAR, conformément aux procédures de l'USAID et du PEPFAR pour la mise en œuvre du projet PEPFAR au cours de l'exercice 2022-2023 aussi. Et l'objet est que 70% des financements PEPFAR soient maintenant gérés par les partenaires locaux. Et pour les objectifs de ASAP 2, c'est soutenir les partenaires locaux lorsqu'ils préparent et recevoir des fonds du PEPFAR. Vous savez, souvent, quand on vous a appelé à préparer, faire une soumission, il y a certains partenaires à qui ASAP est appelé même à les soutenir pendant l'élaboration même de différents documents de soumission. Donc, nous aussi, ASAP est appelé pour certains candidats ou bien certains partenaires à leur apporter des appuis pour préparer leur présentation de nouvelles demandes de financement. Comme deuxième objectif, nous préparons aussi les partenaires des pays à gérer et mettre en œuvre et assurer le suivi et maintenir la qualité de la performance des programmes. Une fois que vous avez déjà eu le financement PEPFAR à travers USAID, ASAP est aussi appelé à apporter des appuis pour assurer que vous faites une bonne mise en œuvre afin d'atteindre les résultats escomptés de votre projet. Slide, please. ASAP apporte des appuis dans plusieurs pays que vous voyez. Nous avons l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Eswatini, l'Éthiopie, la Lesotho, le Malawi, la Namibie, le Nigeria, le Soudan du Sud, l'Ouganda et à Zimbabwe. Donc, dans ce pays, ASAP est présent pour les projets financés par PEPFAR à travers USAID. Slide. Oui, les résultats clés à date, c'est à ASAP 1 et ASAP 2, nous avons déjà soutenu jusqu'à 112 organisations à base de locaux dans 18 pays. Et nous avons 101 organisations partenaires et 11 partenaires gouvernementaux. Slide, please. Et vous voyez la présentation de différentes localités où ASAP apporte des appuis sur le graphique qui vient de passer là. Et nous présentons souvent le webinaire comme ce que nous sommes en train de présenter maintenant. Là. Nous avons déjà fait jusqu'à 103 webinaires
et avec plus de 20 000 participants à nos jours. Et quand on va peut-être comptabiliser le nombre de participants pour ce webinaire, le nombre va aussi augmenter. Et pour accéder aux différents webinaires déjà présentés par ASAP, vous avez le lien en bas qui est le www.intraHead.org/asap.ressources. Donc là, si vous cliquez là-bas, vous allez voir tous les différents webinaires qu'on a eu à présenter et vous pouvez télécharger. Il pourra vous permettre peut-être de participer à un webinaire qui a été déjà présenté et améliorer votre capacité dans le domaine que vous souhaiterez. Parce que là, vous allez voir même les webinaires sur la gestion financière, la suivi, évaluation, gouvernance, les genres et consoles. Slide, please. Et nos webinaires sont disponibles dans plusieurs langues. Nous avons le français, l'anglais et le portugais. C'est en fonction des différents pays où ASAP apporte des appuis. Donc, la plupart sont en anglais, mais nous avons aussi le webinaire en français et en portugais. Nous faisons tout à satisfaire le demande ou bien le besoin des différents participants qui aimeraient améliorer leur capacité, peu importe leur langue principale qu'ils utilisent pour écrire. Slide, please. Un exemple de ce webinaire que vous pouvez facilement télécharger, c'est comment écrire un abstract. C'est un document tellement important pour nous tous. Ça nous guide comment on peut rédiger un abstract scientifique. Même à travers même ce document, ça peut vous guider comment élaborer un bon rapport qui sera présentable et accepté par les bailleurs de fonds et les différents partenaires. Donc, c'est à conseiller de télécharger. Et là, vous voyez comment les différentes flèches qui vous guident comment faire ce téléchargement. Le téléchargement est gratuit et accessible à tout le monde, zéro mot de passe. Vous ne demandez pas l'accès avant de télécharger. Il suffit seulement d'utiliser le lien que je venais de parler là. Slide, please. Nous avons aussi des webinaires qui sont par anticipation. Nous avons déjà programmé de faire 2 webinaires encore cette année. En 7 décembre, un webinaire début d'année prochaine. Nous allons aussi faire un en ce qui concerne dans le domaine de suivi et évaluation. Après-demain, nous allons faire un webinaire sur l'élaboration et la mise en œuvre des tableaux de bord pour les partenaires locaux de l'USAID. Et en janvier, nous allons aussi faire voir l'apport des données du programme, dans l'analyse avancée pour la prise de décision et l'action reposant sur les données. Donc, nous allons fixer la date en janvier et vous serez informés sur cette date et peut-être invité à participer à ces différents webinaires. Il y a tant d'autres webinaires qu'on va programmer et vous serez informés entre janvier et avril 2024. Slide, please. Bon, notre présentation sera divisée en 2 parties. Et nous venons maintenant au vif de notre sujet, de l'objet de cet webinaire, dont nous allons voir la demande et la spécification des besoins des utilisateurs. Parce que nous voulons chaque programme qu'on développe, chaque programme qu'on génère les données, et chaque programme qu'on mène, il y a aussi les spécificités sur comment il faut présenter les données, le type de données qu'il faut collecter et aussi la manière qu'il faut reporter ces données. Donc, nous allons maintenant voir dans cette première partie comment mieux préparer et présenter vos systèmes de traitement et analyse des données. Slide, please. Oui, pour mieux faire un système de traitement des données, ce serait mieux de savoir quelle est d'abord cette demande de données, quel type d'information est requise pour informer les actions du projet ou bien les actions du programme. Une fois que vous savez ça, ça vous guide. Souvent, les décideurs définissent les données requises pour un programme. Qui sont ces décideurs? Nous allons avoir au fur et à mesure que le webinaire, nous allons voir ça devant.
Parce que là, il faut aussi chercher à savoir comment ces données seront utilisées. La manière de collecter joue et la manière aussi d'utiliser joue sur le modèle de système de traitement à mettre en place. Donc, l'utilisation, nous pouvons le faire à travers les rapports qui sont de temps en temps destinés aux bailleurs de fonds. Souvent, ces rapports sont destinés au gouvernement. Et même, on peut même utiliser ces rapports à titre personnel pour avoir la situation de l'organisation qui mène même cette activité. Parce que pour certains projets, il y a les indicateurs qu'on va développer, il y a les indicateurs qu'on accepte, qu'on reporte au niveau des bailleurs. Il y a certains indicateurs qui sont propres pour cette organisation parce qu'on profite de l'occasion donnée pour collecter certaines informations qui peuvent nous aider à élaborer d'autres projets. Donc, ces données aussi, nous pouvons les utiliser pour le suivi du projet. Vous connaissez déjà le performance management plan, il y a souvent les indicateurs clés qu'on adopte au début de chaque l'élaboration d'un projet. Et maintenant, les informations qu'on collecte, on les plante et ça nous permet maintenant de savoir à quel niveau nous en sommes à un temps donné par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Ça peut aussi nous guider pour les allocations des ressources. Ici, ressources dans tous les sens, même les ressources humaines. Si les données, nous voyons qu'il y a l'impact peut-être de l'épidémie dans une zone par rapport à l'autre zone, on pourra plutôt préférer affecter beaucoup de gens de travail, beaucoup de staff de ce projet dans ces zones, au lieu d'affecter les staffs dans les zones où il y a peu d'impact. Ça peut aussi nous guider sur comment utiliser nos ressources financières. Et ça peut nous aider aussi de développer, à créer ou réviser une intervention. Si jamais nous faisons une supervision, une évaluation, les données de cette évaluation peuvent nous permettre maintenant de voir où en sommes-nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la mise en œuvre afin d'atteindre nos différents objectifs et même les cibles. Et certaines organisations en profitent d'un projet pour élaborer ou bien collecter certaines informations qui peuvent les guider à développer d'autres projets qui ne sont pas directement liés au projet actuel. Donc, l'opportunité peut venir. Vous avez un financement, oui, peut-être pour la prise en charge sur les CEPA communautaires et finalement, vous définissez certains indicateurs communautaires qui ne sont pas directement liés au VIH, par exemple. Là, vous pensez, ça peut aussi être peut-être la mortalité néonatale, en sachant que cette information peut vous guider à développer d'autres projets demain avec d'autres bailleurs. Donc, on peut utiliser les données pour revoir la mise en œuvre de l'intervention, pour le développement d'autres demandes de financement et consorts. Slide. Et là, ce serait nécessaire de voir l'importance ou bien le rôle que joue un système de traitement des données ou bien les différents composantes même. Là, il faut voir qu'est-ce qu'un système de traitement des données. C'est les individus qui travaillent, ce sont peut-être les ordinateurs, ça peut aussi être la technique, les différentes politiques, par exemple le guide de suivi et évaluation, la technique, ça peut être le staff qui est là pour les ressources humaines avec la capacité de développer une masse, une banque, un système de gestion des données. Et aussi, ça peut aussi être des différents rapports qu'on fait. Et on demande aussi, c'est aussi nécessaire de voir, de comprendre comment créer un système de traitement de données. Là, il faut définir un processus avec les intrants et des extrants basés sur la demande et l'utilisation des données requises. Nous allons voir en détail sur la demande et l'utilisation des données. Vous n'allez pas seulement créer votre système de processus de gestion des données ou de traitement des données en l'air comme ça. Ça doit être en fonction des spécificités ou bien des besoins exprimés par les gens qui vont utiliser ces informations. Slide, please. Oui, ici nous avons la spécification des besoins. Avant de mettre en place ce système de traitement des données, c'est tellement nécessaire
de prendre un temps de demander aux différents partenaires leurs besoins. Ça peut être le partenaire, là peut être le décideur. Et comment ils aimeraient que les données du programme soient présentées. Donc, il faut avoir cette documentation. Est-ce que le bailleur X ou bien le partenaire X peut avoir besoin d'un type d'information de sa manière? L'autre peut avoir un autre type d'information qui n'est pas forcément lié avec les données, le besoin de partenaire Y. Donc, il faut collecter, prendre le temps, collecter les besoins exprimés par les différents partenaires de ce projet avant de commencer à élaborer. Et il faut aussi réfléchir comment les outputs, comment vous allez, une fois collecter ces données, comment vous allez les présenter afin à ce qu'on comprenne. Parce que vous qui gérez les données, vous avez ces compétences. Ce n'est pas tout le monde qui a ces compétences peut-être de gérer ce système de traitement de données. Mais le décideur va souvent savoir l'état d'avancement de son projet. Il ne va pas voir comment vous avez pris X, les informations de T1, T2, T3, individu 1 jusqu'à individu 1000, mais il va voir le résumé, donc comment vous allez présenter ça en visuel pour que les décisions nécessaires soient prises. Donc, il faut rédiger cette expression de besoin par des partenaires. Et c'est très avantageux de faire cette spécification de besoins des utilisateurs. C'est très, très important parce que ça vous permet même d'améliorer votre lien avec les différents partenaires. Imaginez que vous êtes en train de faire un projet sur la mise en œuvre des OEV dans un district de santé et le gouvernement ou bien l'État a besoin d'une information à partir de votre projet. Vous n'arrivez pas à produire cette information. Votre relation avec l'État ou bien un autre partenaire peut ne pas être en bonne forme si jamais vous n'arrivez pas à résoudre leurs problèmes à travers votre projet. Ça aide aussi à nous avoir les informations sur comment nous sommes en train de progresser ou bien nous sommes à l'état d'avancement d'un projet. Donc, si jamais nous avons exprimé les besoins et ces besoins sont vraiment en relation avec le requis de ce projet, ce que les bailleurs ou bien les partenaires en veulent, normalement, c'est sûr que vous serez en bonne voie de la mise en œuvre de votre projet. Et aussi, si vous faites votre système d'exploitation des données ou de traitement des données en considérant les besoins des différents partenaires, sûrement que vous allez réduire le coût, vous allez avoir un manque, vous allez avoir une valeur ajoutée parce que les ressources dépensées bêtement pourront être utilisées à d'autres fins. Donc, nous voyons maintenant ici que c'est souvent conseillé de faire cette élaboration des spécifications des besoins pendant le démarrage du projet et aussi même pendant l'élaboration même, la conception même de ce projet. Quand tu es en train de concevoir un projet, il faut des différentes stratégies pour la mise en œuvre. Il faut aussi concevoir comment le suivi sera fait, comment les données issues de ce projet seront gérées ou bien le système à mettre en place. Donc, ce n'est pas pendant la mise en œuvre du projet que vous allez venir et commencer maintenant à vouloir développer ce système. On peut plutôt, pendant cette période, essayer de faire la mise à jour en fonction des nouveautés qui arrivent. Slide, please. Bon, pour faire la documentation des spécifications des données, c'est rapprocher les différents partenaires, aller vers eux, demander. Il faut savoir que ta source de données doit avoir des intrants. C'est les différentes sources de données. Il faut spécifier telle information, nous allons recueillir comment. Quelle est la source principale qu'on va collecter ces informations? Est-ce que ce sont des rapports? Est-ce qu'il y a une base de données? C'est une base de données secondaire qu'on va utiliser ou bien ce sont les données primaires que nous allons utiliser? Et maintenant, là, il faut aussi, pour chaque besoin, il faut bien préciser comment vous allez présenter pour que l'utilisateur final comprenne
Est-ce que vous allez présenter ça en forme de tableau? C'est le but de notre webinaire d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez faire le visuel? C'est quel type de graphique à utiliser? Est-ce que c'est une extraction de la base de données que vous allez faire et envoyer à l'utilisateur pour ce que c'est l'utilisateur prenne le temps à faire la manipulation et sortir les résultats escomptés? C'est à vous maintenant de définir ça dans votre spécification de besoin et aussi la manière où les résultats seront présentés. Et pour chaque système, cet élément important est nécessaire, presque indispensable d'avoir le dictionnaire de données. Ce dictionnaire de données nous guide comment les informations sont stockées dans la base, nous guide des différents types de propriétés de chaque donnée. Et là, à base de ce dictionnaire, même comment on calcule, même si par exemple il y a une erreur de calcul, on ne va pas regarder le résultat final, on voit le processus qui a donné lieu à ce résultat. Et c'est peut-être dans ce dictionnaire, une partie de ce dictionnaire qui va nous expliquer comment vous avez fait avant d'arriver à ce résultat. Certains projets ont plus de deux types de bases de données et peuvent utiliser deux types de logiciels pour collecter. Donc, il faut aussi faire résumer une présentation sur quelle est la composante qui est concernée par ce par cette base de données, quelle est l'autre composante qui est dans ce type, la structure qui est de cette base de données, afin à ce que l'utilisateur final peut avoir, ou bien une autre personne qui veut faire l'amélioration, quand il entre dans votre base de données, a une idée de savoir que telle donnée se trouve dans, si j'ai conçu telle variable dans telle base, je vais voir. Si je compute l'autre variable de telle base, je pourrais facilement avoir le résultat. Et chaque système qu'on fait, pas seulement pour la gestion financière ou bien programmatique, c'est tellement nécessaire d'être transparent. Nous ne connaissons pas, vous pouvez penser que vous connaissez tout. Malheureusement, la formule que vous pouvez développer, même une équation dans Excel que vous pensez que vous avez bien développée pour calculer un indicateur, quelqu'un d'autre, il faut partager cette information. En partageant, vous apprenez mieux et en partageant, vous pouvez facilement corriger les erreurs qui sont inhérentes. Donc, il faut être transparent quand on est en train de mettre un système de gestion de données. Et ce n'est pas, par exemple, où tu vas rester, tu penses que c'est toi seul qui peut faire. Non, en travaillant seul, les probabilités et la chance d'erreur est tellement élevée. Il faut être très transparent dès la conception. Il y a des niveaux de transparence qu'il faut faire. Si ce sont des systèmes où il faut des mots de passe à un certain niveau, oui, gérer ce système vous seul, je ne pense pas. Il faut une, deux personnes qui sont peut-être habilitées. Si demain vous n'êtes pas là, le système va continuer. Slide, please. Slide, please. Voici un exemple de ce que je venais de parler là. Nous sommes en train de parler peut-être sur les données sur la pédiatrie. Et là, bon, ça décrit comment les données sont stockées dans notre système de traitement de données. Nous collectons peut-être les données sur, les données sur les données peut-être sur le format où nous stockons les données, les sources de données. Nous parlons même comment nous faisons même ce calcul et comment la spécificité de la donnée. Est-ce que la donnée est en termes de chiffres, c'est en termes de texte? Voici les détails qu'on doit inclure dans peut-être dans notre base ou bien le système de traitement de données. Et vous voyez en haut, là au milieu, vous allez voir comment les résultats de cette base sont présentés. Est-ce qu'on Ici, nous avons préféré les barres horizontales. On pouvait aussi présenter d'une autre manière et on va justifier le pourquoi nous avons peut-être choisi ce type de présentation graphique ou bien ce type de présentation visuelle. Donc, le système conçu et la manière de présenter doit être détaillé et transparent pour qu'une tierce personne peut facilement lire et comprendre. C'est la personne qui a le minimum d'informations sur la gestion des systèmes de traitement des données. L'utilisateur final qui peut être le décideur, lui, va voir seulement le graphique ou bien le visuel. Et à partir du visuel, il va regarder, il pourra se poser des questions. Pourquoi l'autre dépasse? Et là, ça peut le guider de prendre une décision quelconque pour la mise en œuvre d'une intervention. Slide, please. Bon,
Ici, nous voyons un résumé sur, nous allons voir le déploiement est basé sur des spécifications des utilisateurs. C'est juste un rappel qui nous fait comprendre qu'on ne se lève pas pour créer un système de données sans avoir contacté les différents utilisateurs et créer le système de gestion ou bien de gestion des systèmes de traitement des données. Donc, nous voyons la personne qui est en train de vouloir contacter les différents partenaires et en même temps, il recueille les informations des partenaires avant de se mettre à développer le système. Slide, please. Bon, et comme tout œuvre humain, on ne se lève pas un matin, on développe et on déploie l'information. C'est conseillé et fortement conseillé de souvent faire le pilote, qui est le testing. Les utilisateurs nous ont exprimé leurs besoins. La personne qui est chargée de transformer ce besoin dans le système de traitement des données aurait travaillé. Il faut repartir vers les mêmes utilisateurs pour présenter les outputs, les résultats du système. C'est à eux de voir est-ce que ce système, ce résultat tient, est en lien avec leurs attentes. Donc, chaque système, il faut faire le pilot. Quand tu fais le pilot et vous avez l'accord de personnes, vous pensez que vous voyez que votre résultat attendu est déjà résolu, c'est là où vous pouvez prétendre à déployer le système. Si jamais pendant la test de validation d'utilisateur, nous constations qu'il y a encore des anomalies, c'est le lieu de répartir et refaire et retoucher. Bon, j'ai précisé ça parce que souvent, vous allez dans certains projets que nous avons eu la chance d'intervenir, vous allez voir le directeur de suivi et évaluation qui va développer le système et il sort les informations à déployer sans l'aval du chef de projet, sans l'aval même des différents partenaires qui sont impliqués dans ce projet. Ce serait nécessaire que les résultats escomptés, on les présente, on fait une pilote et on présente pour l'appréciation. Parce que ces résultats ou bien les outputs là sont tellement acceptés pour une période donnée. Donc, ce serait mieux de faire cette présentation et faire ces outputs et les présenter pour validation. Une fois que nous avons eu cette validation, c'est là où on peut autoriser le déploiement. Si c'est un système en ligne, c'est là où vous pouvez peut-être laisser les gens dans les différents sous-récipiendaires de saisir les données. Là, les données des projets à utiliser à des fins de ce projet. S'il y a des couacs ou bien des difficultés, il faut corriger avant le déploiement. Donc, on dit qui est responsable pour faire cette validation ou bien cette pilote. C'est le personnel bien informé. C'est lui qui aurait participé à collecter les besoins exprimés par les utilisateurs. Vous ne pouvez pas vous lever sans avoir participé, vous n'avez même pas de différents rapports, vous n'avez pas les besoins des utilisateurs, et vous vous levez de développer le système. Oui, vous pouvez imaginer, vous pouvez anticiper. Même si vous anticipez, c'est souvent bien. Laissez les partenaires, laissez les décideurs parler pour vous dire ce qu'ils veulent avant de vous mettre à développer ou bien finaliser vos différents outils. Même si vous avez d'autres besoins qui peuvent être propres à l'organisation, essayez d'abord de capter les informations exprimées par les différents partenaires, y compris les bailleurs, et donc, et le gouvernement. Et aussi, même s'il y a les besoins spécifiques à l'ONG ou bien oui, là, maintenant aussi, la hiérarchie de l'ONG doit aussi se prononcer avant le déploiement. Slide, please. Ici, nous voyons tout le processus que je viens de parler. Il faut planifier ce testing, le pilot, il faut planifier ça. Il faut dérouler ce piloting, le déploiement, d'abord pilote. Et là, une fois que vous avez exécuté ce pilote, vous recueillez les feedbacks.
ces feedbacks vont vous informer sur le no-go ou bien le go. Ça veut dire que ça pourra vous informer est-ce qu'il faut continuer, il faut améliorer ou bien ce que vous aurez développé est à jour. Et si c'est à jour, nous attendions maintenant le chef de projet de donner son approbation pour le déploiement. Slide, please. Oui, ici, nous allons essayer de voir si jamais tout ce qu'on vient de parler là, vous avez compris. Et voici quelques questions. Quel est le processus décrit pour le développement d'un nouveau système? Vous allez appeler à faire vos réponses et vous aurez, nous allons le résultat juste après. Il y a deux questions. Quel est le processus décrit pour le développement d'un nouveau système? Est-ce qu'il faut d'abord passer par le pilot, le testing, ou bien il faut d'abord tu fais d'abord le testing avant de recueillir les besoins des partenaires et après tu fais le déploiement. Le B nous dit il faut d'abord recueillir les besoins exprimés par les partenaires. Maintenant, là, tu fais le testing du système et après tu fais le déploiement. Le C nous demande est-ce qu'il faut faire d'abord recueillir tu recueilles les informations des différents partenaires, les besoins des différents partenaires. Et quand tu recueilles ces informations, tu pars directement au déploiement avant de faire le testing. Et le D nous demande, il faut d'abord faire le testing, il faut faire le test de validation utilisateur et après tu fais le déploiement final avant de recueillir les informations ou bien les besoins spécifiques des partenaires. Donc, c'est à vous, selon ce qu'on vient de voir, de cliquer et choisir ce que vous pensez que est la bonne réponse. Nous avons A, B, C, donc il faut coucher là-bas. Il y a le deuxième qui est est-il possible à ne pas réussir le test de test de validation utilisateur après un déploiement basé sur les spécifications de besoins utilisateurs. Donc, alors à vous de choisir. Vous pouvez choisir seulement une seule question, une seule réponse. Même la question numéro 1, on peut seulement choisir une seule réponse. Bon, la balle est dans votre camp, vous pouvez cliquer et d'ici peu, nous aurons les résultats. On vous donne quelques minutes. Voilà, voici le résumé de réponses que vous avez données. 25% dit qu'il faut passer par le test de validation d'utilisateur et spécification des besoins d'utilisateur et après le déploiement. 25% ont dit choisir le A, 56% ont choisi le B, 6% ont choisi le C et 13% ont choisi le D. Et normalement, la meilleure des réponses, c'est le B, là où nous avons 56%, parce qu'il faut d'abord collecter les informations et faire le testing, déploiement, avant de faire le déploiement final. Et nous avons aussi, pour la deuxième question, 88% ont dit oui. Est-il possible à ne pas réussir le test UAE après un déploiement basé sur oui, c'est tellement possible parce que vous pouvez faire le pilote et vous ne réussissez pas. Donc là, ça va. OK, merci. On peut s'en féliciter. Pour ceux qui ont choisi le A, il faut qu'ils sachent que la meilleure réponse est le B. Ceux qui n'ont pas choisi B, il faut qu'ils sachent que la meilleure réponse est le B pour la question numéro 1. Et pour la question numéro 2, c'est oui qui est la meilleure réponse. OK. Prochain drapeau. Next slide, please. Oui, le diagramme-ci nous présente en résumé le processus qu'on vient de décrire. Donc, tout ce que nous avons parlé pour le exercice précédent est résumé ici. Il faut identifier la demande des données.
partant en demandant cette demande par chez les partenaires. Maintenant, il faut aussi définir les différentes instances où les données seront utilisées. Et maintenant, là, quand nous avons les spécifications des besoins et d'utilisateurs, on développe notre système de traitement. Nous faisons un déploiement. Ça, c'est le déploiement test. Ce déploiement nous permet de corriger si possible. Il peut arriver des cas où nous faisons ce déploiement et ça donne les bons résultats. Là, on sollicite l'autorisation à qui des droits, le chef de projet, pour lancer et faire un déploiement final pour ce système de traitement des données pour la période indiquée. Si jamais le feedback de testing nous montre que nous n'arrivons pas à répondre à certaines demandes, à certains besoins exprimés par les utilisateurs, on est obligé à faire encore des modifications. Et une fois qu'on fait des modifications, c'est aussi le lieu de faire encore le testing, le pilot testing, pour encore des essais pour voir si le système donne. Et donc, voici comment c'est conseillé de faire un système de traitement de l'information. Ça, c'est vraiment une méthode standard où presque toutes les organisations en utilisent. Même si c'est la version papier du système que vous voulez faire, c'est tellement nécessaire de collecter ça. Si je voudrais peut-être profiter de ceci pour voir une situation où, par exemple, nous sommes maintenant à l'année fiscale 2024. Si on se réfère pour ceux qui gèrent le projet PEPFAR, USAID PEPFAR, ou bien le projet PEPFAR en général, vous avez vu qu'il y a un document qui s'appelle MER 2.5. Il y a certains indicateurs là-bas qu'on a renseignés en l'année fiscale 2023 qui sont revenus à l'année fiscale 2024 avec des améliorations, avec des ajouts. Ceci signifie qu'on doit répartir dans notre système de gestion de traitement de données pour retoucher ce système afin de répondre. Il y a aussi de nouveaux indicateurs qu'on a introduits. Il faut aussi répartir et essayer de voir que ce système va répondre ou bien va collecter les informations nécessaires afin de répondre à de nouveaux indicateurs. Il y a certains indicateurs, pour une raison quelconque, on ne voit pas leur importance dans le projet qu'on est en train de mettre en place. Le système peut-être de FY de l'année fiscale de 2023 est capter ces informations. Pour 2024, ces informations ne sont pas tellement utiles, sauf si la structure elle-même pense que ces informations peuvent être utiles pour eux. Sinon, si c'est seulement pour le bailleur, ce serait mieux que dans votre système de traitement de données, vous les, je ne sais pas, vous faites économie en les enlevant. Donc, et chaque année comme ça, là, il y a donc le système n'est pas statique, le système est dynamique. C'est en fonction, mais elle doit être statique pour une période donnée. Et si à un certain moment là, la périodicité de renouvellement, il faut qu'on définisse ça. Donc pendant cette période, on accepte, mais on note des points forts ou des points à améliorer pour le prochain tour. Donc ce qui fait que souvent vous allez voir dans presque tous les projets que vous gérez, à chaque année, nous sommes appelés à voir le guide de suivi et évaluation. Vous allez demander pourquoi on regarde encore le guide de suivi et évaluation, parce que les informations qu'on a collectées il y a un an, peut-être il y a de nouvelles données. Donc, il faut retoucher, adapter pour que, pour une année donnée, ce système réponde. Même le système digital, il faut encore retoucher ça. Slide, please. Maintenant, là, on peut ouvrir l'horaire, le temps où on peut regarder les questions. Et ensemble, nous allons voir comment répondre, prétendre à donner les réponses à les différentes questions reçues. Bon.
Nous avons, pour la première partie ici, je vais voir les différentes questions. Nous n'avons pas de questions, mais je vais regarder dans le chat. Peter, Bon, it doesn't look like we have any questions yet, but if you can remind people that they're welcome to ask any questions that they have, I'll keep monitoring the chat and the Q&A box. OK. Merci. Jusque-là, nous n'avons pas de questions, mais vous êtes encore rappelé que si jamais vous avez des questions, nous avons la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Q&A, Q&A. Là, vous pouvez poser vos questions là et nous allons proposer des réponses à vos différentes questions pour faciliter la compréhension de tout de ce webinaire, du contenu de ce webinaire. Slide, please. Peter, we did just get one question in right now. It says, please describe deployment quickly, if that's possible. OK, thanks. Je pense que le déploiement, c'est laisser les différents acteurs qui doivent utiliser cet système de traitement des données, l'opportunité de saisir les données directement. Si nous sommes peut-être, je vais donner des exemples pour le système de traitement, bon, la collecte physique en utilisant les versions papier. Si vous faites des questionnaires, vous avez recruté les gens qui doivent interviewer les gens et remplir les différents questionnaires. Quand vous avez fait le questionnaire, vous avez fait le pilote, et pour déployer ça, ça permet maintenant les gens d'aller sur le terrain, interviewer les gens, et collecter les informations qu'on va utiliser pour le projet proprement dit. Si c'est le système digital, vous avez fait des masques de saisir et vous avez fait encore des équations à utiliser pour faire les différents graphiques, bien pour faire le traitement, le nettoyage, jusqu'aux les analyses des données. Donc, il faut maintenant laisser les gens qui sont appelés à faire la saisie de données. Si c'est utiliser les données, on saisit les données en utilisant les tablettes. Là, les pères éducateurs qui sont appelés à saisir ces données après leur formation, parce qu'avant de faire ce déploiement, il faut former les gens qui sont appelés à utiliser cet outil ou bien ce système en fonction de leur rôle dans ce système. Celui qui est là seulement pour faire, non pas seulement, qui est là pour faire la saisie, tu le formes à bien maîtriser la saisie et peut-être un peu de nettoyage. Mais celui qui est là pour faire des analyses ou bien pour faire le nettoyage des données, il faut aussi le former sur cette base. Donc, si on mélange les formations, il faut catégoriser les formations à faire. Donc, ça entre dans ce déploiement. Il faut d'abord former les gens et une fois les formés, il faut aussi faire le suivi de la mise en œuvre de ce système à travers les supervisions, à travers des visites inopinées, à travers même des téléphones. Tu peux même appeler quelqu'un et répondre. Certains sites, même pendant leur déploiement, on met un système où, pendant les 2 premières semaines, chaque jour, on est appelé de faire des appels rotatifs pour suivre la personne qui fait la mise en œuvre de très très proche. Donc, et aussi au niveau peut-être de l'analyse, si on a déjà développé des syntaxes ou bien des équations, des algorithmes pour faire des analyses, la personne qui est appelée à faire, tu le vois faire. Ça, c'est déployer la partie analyse de ton système de traitement de données. Et le voir faire, c'est un, il faut voir les différents outputs qui sortent. Et les outputs qui sont là, est-ce que tu vas voir est-ce que ça correspond normalement aux attentes. Peut-être pendant le déploiement, il y a une petite erreur. C'est là où celui qui est appelé à faire la supervision ou bien, oui, et à faire le suivi, va le corriger. Donc, le déploiement, c'est vraiment un processus qui requiert la formation, qui requiert de laisser les gens de travailler en collectant les données, en saisissant les données, faisant le traitement. Celui qui doit même importer les données et mettre dans l'application qui sont les différents tableaux. Si c'est par Power BI, il faut faire peut-être voir, il faut travailler, il faut faire le lien entre ta base de données interactive que tu aurais créée avec même le logiciel qui est spécialisé pour les différents visuels. Donc, en gros, voici ce que je peux dire par rapport au déploiement.
Nous avons deux types de déploiement. On peut faire le déploiement pilote. Comme j'ai bien dit, le déploiement pilote nous permet de corriger. L'objet du déploiement pilote, c'est pour corriger le système qu'on est en train de vouloir mettre en place. On peut faire ça la première fois et ça donne la bonne réponse. Mais si jamais ce premier déploiement ne donne pas la bonne réponse, on est encore appelé à retoucher. Et le déploiement final, c'est là où on a accepté, on a validé les outils aujourd'hui, on a validé le système, on dit travailler avec ce système pendant un an. Et s'il y a des modifications, entre-temps, quand on fait les supervisions, là où nous constatons les difficultés, si ce sont les difficultés qu'on peut régler à l'instant T, on fait. Si ce n'est pas possible, on note pour, à un moment donné, pour faire des modifications, on introduit ces modifications. Voici ce que je peux dire par rapport au déploiement. Merci. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à vos questions. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Do we have another question, please, Melissa? Just one last question. It says, what is a UTA? Ah, bon, je vais parler en français. UTA, c'est, comme j'ai dit là, c'est, vous voulez présenter les premiers résultats au niveau des décideurs, au niveau des partenaires pour qu'ils valident. Donc, nous avons appelé ça test de validation utilisateur. Ça, c'est en français. En anglais, c'est User Acceptance Testing. Tu es en train de faire, tu es en train de faire un pilote pour que la personne qui est appelée à utiliser les résultats de ce système accepte votre système. La personne, c'est le partenaire. Comme je disais tantôt, pour commencer, c'est avec le partenaire. Au finish encore, c'est avec le partenaire. Tu vas écrire un rapport où le partenaire ne valide pas. Ça ne va pas. Donc, l'échantillon de rapport, l'échantillon de graphiques, l'échantillon de camembert, l'échantillon de tableaux à faire doit répondre aux besoins du partenaire. Donc, c'est là où nous avons dit les tests de validation d'utilisateurs. Il doit d'abord, les utilisateurs, après leurs besoins, comme vous avez élaboré, faire un rapport, un tableau qui précise les spécificités de chaque partenaire et la manière où les données sont stockées ou bien la manière où les données seront présentées, y compris les fréquences. Donc, quand vous avez développé ça, vous présentez maintenant le résultat ou bien le output dans le premier échantillon. Vous avez fait une pilote, une test pilote, vous avez collecté les données pilotes. Vous pouvez donner 2 semaines, vous pouvez choisir peut-être 2 ONG dans un site et maintenant là, vous collectez les données qui vous permettent, ça va vous permettre peut-être de voir le temps requis, ça va vous permettre de voir le temps, le résultat qui sort et vous présentez maintenant, s'il y a une réunion de partenaires, vous présentez même à qui de droit votre chef hiérarchique, il va apprécier en fonction de ce document d'expression de besoin. Merci. Et y a-t-il d'autres questions? Je vous en prie. Sinon, nous pouvons avancer avec le module 2 ou la partie 2 de notre présentation. Voilà. Ici, nous allons parler sur comment choisir la bonne visualisation des données pour répondre à la demande des données. C'est très, très, très important. Vous pouvez avoir une information très capitale, mais la manière de présenter peut jouer. Ça peut influencer négativement la prise de décision. Donc il faut définir, il y a des spécificités, il y a des critères à prendre en compte quand il faut définir ou bien accepter quel est le type de graphique, bien le type de visuel à faire. Slide, please. Bon, c'est souvent bien de savoir à quoi sert la visualisation des données. Tous les projets génèrent les données sur les performances, mais tout le monde ne sait pas comment les lire ou les utiliser. C'est très, très important. Le gestionnaire de programme, la cuisine interne de la gestion des données, peut-être ce n'est pas son métier. Même si c'est son métier, il n'est pas recruté comme gestionnaire ou bien responsable de suivi et évaluation. Et lorsque les données sont présentées de manière purement textuelle, Excel, CV, CEF, il peut être difficile de les interpréter et de ne pas voir les modèles qu'elles contiennent.
on te demande la file active, le nombre de personnes sur arrivées dans votre district de santé, ou bien les enfants, les OEV qui sont suivis en communauté, vous sortez toute la base, vous donnez au chef de projet. Bon, là, il va prendre assez de temps peut-être pour comprendre pour ceux qui peuvent faire. Les autres, il va te dire, peut-être le message que vous voulez passer ne sera pas vite compris. Et c'est alors très, très important que la visualisation des données parce que ça va faire un résumé. Ça va vous présenter. On prend tout le pays. Les gens sont en train de travailler dans le district 1, district de santé 1, 2, 3, jusqu'à 20, voire même 300. Tu dois faire un résumé à travers les graphiques pour que sur votre, je ne sais pas, dans une réunion, même sur votre tablette, même dans votre ordinateur portatif, c'est possible de voir la situation dans tous les différents secteurs, zones d'intervention. Slide, please. Voici un exemple de différentes façons de visualiser les mêmes données. Nous avons à notre gauche, les données peuvent être présentées sous forme tableau. Généralement, presque tout le monde peut y faire, pour présenter ça par tableau. Au milieu, nous allons voir maintenant, on commence maintenant à utiliser les graphiques. Je demande par exemple au tableau. Tableau 1, ci-dessus, donne un aperçu simple et rapide du nombre exact d'accidents de route dont sont victimes des piétons âgés de 45 ans, 45 à 54 ans par exemple. Voici dans une ville quelconque. Et regarde maintenant au milieu, mais on pose la question, mais qu'en est-il des cyclistes ou des motocyclistes? De simples graphiques en colonne ou en bas permettent de mettre en évidence les proportions. Le graphique en colonne 2, par exemple, montre clairement que les accidents de voiture sont plus fréquents que les accidents d'autres modes de transport. Donc, les mêmes informations que nous avons collectées, voici trois façons de présenter. On peut présenter par les graphiques, on peut présenter par le tableau, on peut aussi présenter par les colonnes. Et à l'extrême droit là, mais un graphique peut faire bien plus. Ce graphique de radar met en évidence les profils de risque. C'est en fonction maintenant du décideur, ce qu'il aimerait, comme j'ai bien dit, comme nous avons vu auparavant, expression des besoins. Là, quand vous avez exprimé vos besoins, ce que vous voulez, ça va nous guider sur le type de graphique qui va vraiment passer le message que vous voudrez, qui va vraiment faire comprendre et vous aider à prendre des décisions sur un seul graphique. Ça vous permet maintenant de donner une interprétation plus rapide et plus exacte à ce que s'il faut prendre une décision à un temps donné, vous pouvez facilement prendre à se référant à ce graphique sans prendre assez de temps. OK. Slide, please. On dit souvent que le tableau est la plus élémentaire, c'est la façon la plus élémentaire de présenter les données. Attitude et comportement des professionnels de santé à l'égard des patients atteints du VIH. Voici un exemple. Vous voyez que ici, là, si on vous présente ça de lire, même sur l'écran, si oui, mais nous allons voir que c'est un peu étouffé. C'est un peu difficile. On peut lire, mais on va lire ça à peine. Nous avons attitude des personnes de santé vis-à-vis par rapport aux personnes vivant avec le VIH comprimé, et l'autre, les attitudes et comportements des personnels de santé par rapport au traitement des patients, des personnes vivant avec le VIH, la prise en charge sur arrivée. Donc ici, et en ligne, là, vous avez en colonne, vous avez par rapport aux docteurs, les docteurs, vous avez leur opinion, les infirmiers, les autres catégories, et là, et même les pharmaciens, parce que leur point de vue.
Donc, on peut toujours présenter les données de cette manière. Mais est-ce que le message escompté est bien passé? Est-ce qu'il est bien véhiculé, pardon? Est-ce que ce message est bien véhiculé aux partenaires et aux décideurs? Donc, c'est pendant la conception, pendant la demande qu'on a fait, la demande d'expression de besoins, comme j'ai d'abord dit, spécification de besoins à l'utilisateur. Et pendant le développement de la conception du système, il faut détailler ça, comment telle information sera présentée. Est-ce qu'on va le présenter en forme de tableau? Est-ce qu'on va le présenter en forme de graphique? Et si c'est graphique, quel graphique? Il faut préciser ça dans votre système de traitement de données. Slide, please. Il y a quelques questions si basiques à poser quand il faut faire le choix de graphique à utiliser. Quel sera le public visé par les données du projet? Deuxième question, très importante. Quelle information sur les données les utilisateurs souhaitent-ils voir apparaître dans les graphiques? C'est toujours l'expression de besoin là. Spécification de besoins d'utilisateurs, ça doit entrer dans des spécifications de besoins d'utilisateurs. Quelle est la manière la plus efficace de montrer les réalisations ou bien les défis du projet à ce jour? Par exemple, comment les données sont composées? Est-ce que c'est la composition? Là, il faut voir. Il faut voir, par exemple, si tu veux voir par sexe, voir qui est. Là, tu as un ensemble, tu veux voir telle catégorie, il y a tel nombre de personnes, telle catégorie, il y a tel nombre de personnes. Comme ensemble, là, ça donne le total. Si c'est comment les variables sont liées les unes aux autres. Là, il y a un type de graphique à utiliser. Comment une variable se compare à l'autre. Si tu veux faire une comparaison, il y a des graphiques qui sont conseillés à utiliser. Comment les données sont réparties entre les différentes dimensions. La distribution. Là, il y a aussi certains graphiques qui sont mieux indiqués. Donc, un arbre de décision, de visualisation peut s'avérer très utile pour choisir les bonnes visualisations afin de montrer, rapporter les performances d'un projet par rapport aux objectifs des indicateurs ou bien les cibles des indicateurs du maire. Donc, il faut vraiment dérouler un arbre de décision avant que nous allons voir, avant de vouloir dire j'ai choisi tel type de visuel. Il faut poser les trois questions que j'ai dit là en haut. Quel sera le public visé? Les informations sur les données à l'utilisateur souhaite-t-il voir et aussi quelles sont les manières les plus efficaces. Slide, please. Ici, voici en général l'arbre de décision. Là, si les comparaisons sont utilisées pour évaluer l'ampleur des valeurs les unes par rapport aux autres et pour identifier facilement les valeurs les plus basses ou plus élevées dans les données. Là, il faut faire une comparaison. Là, et si vous souhaitez comparer les valeurs dans le temps, le graphique linéaire ou à bas sont souvent la meilleure option. Nous allons voir le graphique linéaire. Le choix dépend du nombre de périodes que vous souhaitez analyser. Si c'est pendant une courte période, 3, 4, 5 périodes, il y a aussi des types de graphiques à utiliser. Toutefois, les graphiques à barre ou à colonne sont plus adaptés aux comparaisons entre éléments. Les graphiques linéaires donnent une impression de continuité qui peut ne pas être significative pour les catégories. Donc, voici les informations à considérer. L'arbre de décision, si nous voulons faire une comparaison, ça nous guide pour le type de graphique à utiliser. Si nous voulons faire, comme j'ai tantôt dit, la composition, les graphiques de composition utilisés pour comparer une partie de vos données à l'ensemble et peuvent afficher des valeurs relatives et absolues. Ça, c'est très, très important. Parce que quand tu vois la valeur absolue, les valeurs relatives,
il faut aussi montrer la valeur absolue. Là, ça nous montre, par exemple, comme la taille de personnes, on a interviewé ceux qui ont répondu. Vous pouvez dire il y a deux, vous dites 50%, ou il y a une personne 100%. Oui, mais ça donne, les analyses, les interprétations seront différentes. Pour les données statiques, un graphique séculaire peut être l'affaire. Peut faire l'affaire, excusez-moi. Cependant, il y a d'autres options qui peuvent rencontrer la même histoire comme un graphique à bas empilé, un graphique en cascade ou une carte arborescente. Nous voulons faire peut-être la cascade et la prise en charge, la cascade du testing. Il y a certains types de graphiques qui sont plus indiqués. Nous voulons faire, par exemple, par exemple, la distribution, la de personnes on a interviewé pendant une enquête, ou bien pour une période donnée. Il y a aussi des types de graphiques à utiliser. Nombre de femmes, nombre de hommes qui ont participé peut-être à une enquête ou bien à une collecte de données. Il y a aussi des types spécifiques à utiliser. Slide, please. Il y a aussi un type, si le message qu'on va passer, si c'est la distribution. Lorsque l'on étudie la façon dont les valeurs quantitatives se situent dans une fourchette, les graphiques de distribution sont les meilleures moyennes d'y parvenir en examinant la forme des données. En examinant la forme des données, l'utilisateur peut identifier les caractéristiques telles que la plage de valeur, la tendance centrale et la valeur aberrante. Là, ça arrive, on va voir la dispersion peut-être par rapport à la moyenne. Ce serait nécessaire la mesure des tendances centrales, si c'est la moyenne, la médiane, tout ça. Là, il faut savoir quel type de graphique à utiliser. C'est en fonction du message qu'on voudrait faire passer que nous allons choisir. Si nous voulons passer le message caractéristique relation, les graphiques de relation sont utilisés pour trouver des corrélations de valeurs aberrantes et des grappes dans vos données. Bien que l'œil humain ne puisse apprécier que 3 dimensions ensemble, vous pouvez visualiser les variables supplémentaires en les associant à la taille et à la couleur. Donc, on peut maintenant utiliser la légende. Vous allez voir la légende, peut-être couleur noire parle de telle chose, couleur bleue parle de telle chose. Et en même temps, dans ce graphique encore, on ajoute encore une autre caractéristique là pour permettre de passer le message entre les différentes variables qu'on est en train de présenter, les relations entre les différentes variables. Diapo, slide, please. Oui, là, devant nous, là, nous traduisons toute la littérature qu'on vient de voir sur une forme graphique aussi, l'arbre de décision pour la visualisation des données. Là, nous avons des différents types de graphiques les différents types de visuels qu'on peut voir. Please, can you increase the size, if I'm please? Là, on peut voir, if possible. Give me just a second. I'm going to have to exit out. Okay. Et dans un instant, je vous en prie. Oh. Thanks very much. Je pense qu'on peut avancer avec ça. Donc, nous allons voir les types comment on dit, l'arbre de décision pour le graphique ou les visuels à utiliser. Là, si nous avons 2 variables, voici quelques catégories, quelques graphiques qu'on peut utiliser. Nous avons les barres charts. Nous avons les colonnes charts à l'extrême gauche, en haut là, à l'extrême gauche.
vous allez voir qu'on peut aussi, si les catégories sont petites, on peut utiliser les bar charts. On peut aussi utiliser les column charts, les graphiques en colonne, ou bien les graphiques en barre. Là, c'est horizontal et en colonne, c'est toujours les barres, mais c'est vertical. Et nous pouvons aussi utiliser les tableaux. Hein, et en même temps, on met certains graphiques à l'intérieur. Et ça, c'est le type de différence en fonction. Si nous n'avons pas, si nous avons assez de catégories, il y a peut-être les colonnes à utiliser ou bien les graphiques en bas. Si nous avons beaucoup de modalités à présenter, bon là, plus de deux, là, il faut aussi choisir le type de la catégorie de graphiques à utiliser. Il faut faire le choix de graphiques à utiliser. Et ici, là, nous avons devant nous aussi, si nous voulons faire une comparaison ou bien avec le temps, nous avons les données, comment on appelle ça en français encore, en temps. Nous voulons avoir des séries, voilà, des données de séries. Là, nous pouvons avoir la tendance avec le temps. Donc, ça nous permet de choisir le type de graphique aussi. C'est les courbes qui sont bien indiquées. Et à certains moments, on peut toujours utiliser les colonnes. Mais si jamais nous avons, si nous avons les périodes sont, nous avons un seul période à faire, à envoyer, à faire voir la tendance avec le temps. Donc, ça nous montre que le graphique aura souvent une seule courbe. Peut-être la paramètre, la variable qu'on va étudier, on peut avoir plus de deux variables là pendant une période de 3, 4, 5 périodes données. Là, vous pouvez voir que le graphique, bien, oui, le graphique a choisi les lignées là, on aura plus de deux, plus d'un coup là. On peut avoir plus de deux courbes là-bas pour présenter les différentes variables qu'on va faire passer le message. Donc, tout ce qu'on a parlé là en littéraire là est traduit dans cette image. On peut aussi utiliser le graphique qu'on appelle régulièrement les camemberts ou bien les graphiques en secteur. On peut aussi utiliser les données, les graphiques là où les périodes qu'on veut comparaître ne sont pas assez. Nous avons seulement deux périodes à comparaître. Là, on choisit, quand nous regardons de côté à notre gauche, là, en bas, voici le type de graphique indiqué à utiliser. De notre côté droit et en bas, nous avons les camemberts, le diagramme en cercle là qu'on peut utiliser, par exemple, pour montrer la distribution par sexe. Ça nous permet de savoir quel est le pourcentage qui est réservé peut-être pour le masculin et peut-être pour le féminin. Peut-être aussi on pourra voir la distribution par groupe d'âge. Donc là, on serait obligé peut-être d'utiliser un autre type de graphique, pas le graphique en cercle. Donc, le diapo aussi donne le résumé sur les différentes spécificités ou bien décisions à prendre avant de choisir le type de graphique à faire visualiser vos données. Diapo, slide please. Oui, nous avons devant nous une situation de OK, here we have, pardon, nous avons ici un exemple de question qu'on peut répondre. Quelle est la caractéristique démontrée dans cette visualisation des données? On peut seulement choisir une seule réponse. Est-ce que le graphique ici nous présente la composition, la comparaison? Nous sommes en train de parler de le package nutritif peut-être distribué aux orphelins. Donc, nous voulons voir ceux qui ont reçu l'âge, ceux qui ont reçu ce package, ce pack de nourriture-là à l'âge moins de 18 ans, ceux qui ont l'âge de plus de 55 ans et ceux qui ont l'âge entre 18 à 54 ans. Ça, c'est peut-être des appuis nutritifs qu'on a apportés aux OIV ou même peut-être aux personnes vivant avec le VIH.
Et maintenant, là, nous voulons voir, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a, le graphique ici est en train de nous faire voir. Est-ce que c'est la composition, la comparaison, la relation ou bien la distribution? Vous pouvez choisir une seule réponse, je vous en prie. Donc, on vous laisse quelques 2 minutes de sélectionner et le résultat va apparaître automatiquement. Merci. Donc, des options de réponse, nous avons composition, 19%, comparaison, 50%, et relation, 0%. Ça ne donne pas 100%. Attends. Can you scroll down a bit? I think it's just your individual view, Peter. Mine is open all the way. Okay. Okay, it's fine. Et la relation donne 0% et la distribution donne 31%. Oui, il faut justifier maintenant quel est le message que le graphique nous montre. Si nous prenons la composition, pourquoi vous avez pensé que c'est la composition? Et la comparaison compare avec quoi? La distribution. Parce que ici, ce sont les personnes qui ont reçu, qui ont bénéficié des appuis. Et nous voulons passer des appuis nutritifs qu'on a distribués aux personnes. Et là, par groupe d'âge. Et là, nous voulons voir, tout doit donner 100%, ça c'est automatique. Et nous voulons voir comment cette distribution a été faite. Est-ce que nous parlons de la composition ou de la comparaison? Je ne pense pas que ce soit la comparaison parce qu'on va comparer entre deux temps, quelque chose comme ça. Si c'est la composition qui est plus ou moins, c'est à l'air de la composition et la distribution que de la comparaison. Parce que là, nous voulons passer le message pour voir ceux qui ont bénéficié de cet appui nutritif, comment leur groupe d'âge, on va passer ce message. Si on dit on veut faire la comparaison, je ne pense pas qu'on est en train de voir, on est en train de, le message est le meilleur. Moi, personnellement, le message, c'est le graphique, c'est en train de parler de la distribution et dans une autre mesure, la composition. Merci. Next slide, please. Comparaison entre quelques éléments graphiques en colonne. Nous avons le cas de tests VIH qui ont été faits par l'année fiscale 2019 en trimestre 3, trimestre 4 et trimestre 1 à l'année fiscale 2020 et trimestre 2 de l'année fiscale 2020 aussi. Lié en bas, les graphiques en colonne utilisent les barres verticales pour montrer la comparaison entre les catégories. Ils présentent les données catégorielles sous forme de barres rectangulaires dont la hauteur ou la longueur est proportionnelle aux valeurs qu'elles représentent et qui sont efficaces pour montrer la valeur à un moment donné. Cette information peut changer si on prend peut-être en l'année fiscale 2021 par exemple. Les barres peuvent être représentées verticalement, diagramme en colonne, ou horizontalement, diagramme en barre, particulièrement utile pour les longues descriptions. Donc, nous sommes devant une situation de test. Peut-être le test des personnes qui ont fait le test de VIH à l'année fiscale 2019, quatrième trimestre et troisième trimestre. Année fiscale 2020, premier trimestre et deuxième trimestre. Nous voyons ici à travers ce graphique que nous avons en année fiscale 2019, c'est à peu près 300 personnes qui ont fait ce test, comme la description en bas dit.
la taille des barres, c'est en fonction du nombre de personnes. Donc, on peut déjà interpréter ici qu'en termes de nombre, beaucoup de gens ont fait ce test en 2019, Q3 et Q4 par rapport à 2020, Q1 et Q2. Bon, donc, voici le message qu'on peut en résumé présenter à un décideur et qui peut susciter des questionnements. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et là, ça peut nous permettre d'aller sur le terrain pour demander pourquoi on a eu, quand on voit la période-ci, il y a une baisse en Q1 et Q2 relativement, il y a une baisse relative en Q1 et Q2 2020, l'année fiscale 2020 par rapport à Q3 et Q4 à l'année fiscale 2019. Next slide, please. Maintenant, là, nous voulons faire la comparaison entre plusieurs éléments. En colonne et en barre regroupées. Les graphiques à bas groupés, également appelés graphiques à bas multiples, graphique à bas groupé, est utilisé lorsque deux ensembles donnent. Deux ensembles de données ou plus sont affichés côte à côte et regroupés sous les catégories spécifiques sur le même axe. Il s'agit en effet du graphique en bas le plus simple avec deux graphiques ou plus. Donc, voici un échantillon, un exemple, nombre de patients sur arrivée de seconde intention par partenaire d'implémentation. Donc, voici en horizontal, en horizontal, nous avons le partenaire Linkage, HTW, santé, et maintenant là, le quatrième graphique là, à gauche, All IP, ça veut dire qu'on a regroupé tout. Et nous avons aussi, ça nous montre les couleurs des barres. Et nous allons voir devant que quand il faut choisir la couleur pour une période donnée, bien pour une type, pour une catégorie, il faut qu'on respecte cette couleur à travers les différents graphiques dans notre rapport ou bien dans notre présentation. Slide, please. Ici, nous voulons faire des échantillons de graphiques qui ont tendance à faire la comparaison. Graphique linéaire, nouveau cas confirmé quotidien de COVID-19 dans 10 pays. Nous avons vu ça quand le COVID a apparu. Et nous avons vu souvent dans le net, l'Organisation de la santé, l'Organisation mondiale de la santé présenter ça, même dans certains pays, même par pays. On peut voir que les courbes sont là avec le temps par semaine. Mais si on vous dit maintenant de lire, par exemple, le premier graphique qui est en haut, nous avons beaucoup de paramètres, beaucoup de périodes qui sont mentionnés là-bas. Vous voyez que le graphique est fou. Oui, ça donne la tendance avec le temps. Mais si on vous dit maintenant de lire, vous aurez à peine de lire parce qu'il y a tant de graphiques, sûrement qu'il y a une légende, mais il y a tant de graphiques. Donc, lorsqu'il s'agit de l'ensemble de données contenues, il est recommandé d'utiliser les graphiques linéaires. Il convient mieux aux visualisations basées sur la tendance de quelques catégories seulement sur une période donnée. Pour faciliter les interprétations et les comparaisons, il peut être utile de filtrer pour une ou deux lignes de tendance seulement. Comme nous voyons ici. Si le graphique qui est à notre gauche, vous allez voir, il y a tant d'informations là-bas, oui, mais difficile à interpréter. Celui qui est à notre droite, il y a les informations là-bas avec la période. Nous voyons les moyens mobiles de 7 jours. Nous voyons aussi les données actuelles, les données réelles. Et nous voyons pour une période janvier 2021, janvier 2021, juillet 2021, janvier 2022, juillet 2022. Donc, ça vous montre, il y a certains moments là, tu vas voir la tendance, comment
l'épidémie évoluait pendant cette période-là. Slide, please. On peut aussi faire la comparaison des données en utilisant des colonnes et des lignes. Ici, c'est conseillé de faire le diagramme avec 2 axes. Les colonnes facilitent la comparaison des données entre des catégories. En ajoutant une ligne aux colonnes, on peut inclure une autre catégorie connexe, éventuellement sur une échelle différente, dans le même visuel. La plupart des rapports qu'on a eu la chance à lire, la plupart des collègues utilisent cette colonne et ligne en même fois. Souvent, ils vont utiliser les résultats obtenus par une période donnée et on fait la comparaison par rapport aux cibles. Donc, nous mentionnons peut-être les résultats obtenus et peut-être on ajoute aussi les cibles attendues pour cette période. Ça nous permet d'avoir le niveau d'atteinte. Donc, la plupart des gens sont habitués à utiliser ce type de graphique quand ils vont faire la comparaison. Next slide, please. Give me 1 minute. Let me take water. Next slide, please. On peut aussi faire la comparaison, si on veut faire passer le message de comparer 2 catégories, on peut aussi utiliser les graphiques en tonade. Les graphiques en tonade ou papillon sont essentiellement des graphiques à barres comparant 2 mesures différentes. Les catégories de données sont énumérées verticalement et les barres de mesure diffèrent, s'attendent horizontalement aux 2 extrémités des catégories énumérées. Ici, nous tous, la plupart des collègues ont eu à utiliser ce type de graphique. Souvent, le pyramidage, ça arrive là-bas, ils utilisent. Ils vont mettre le sexe féminin, sexe masculin et ils mélangent au milieu. Et là, les données sortent. C'est très facile de faire cette comparaison. Il y a aussi, on peut aussi utiliser, pas forcément par groupe d'âge, on met aussi certains paramètres là. Par exemple, regarde ce que nous avons ici, c'est en train d'énumérer peut-être le type des arrivées qu'on a pris pour une période donnée, par sexe et souvent par sexe. On peut aussi la quantité des arrivées par type, on peut aussi utiliser ça pour faire passer ce message. Donc, quand il faut faire le choix de ce type de graphique, il faut bien savoir qui est l'utilisateur final et le message qu'on veut faire passer. Ces graphiques sont pratiques pour comparer 2 ensembles de données ou des métriques qui sont de nature contrastée, comme par exemple homme, femme, positif, négatif. Vous ne pouvez pas être femme et en même temps homme. Vous ne pouvez pas être négatif, surtout VIH, et positif au même moment. Ou vous êtes pour négatif ou positif. Vous ne pouvez pas avoir les 2 statuts à la fois. Vous ne pouvez pas être homme et femme à la fois. Il y a plusieurs exemples comme ça. Next slide, please. Nous revenons sur la composition en utilisant les graphiques à colonnes empilées. Les graphiques à colonnes empilées, les graphiques en colonnes en pourcentage sont similaires aux graphiques empilés, mais ils affichent les valeurs sous forme de pourcentage, ce qui signifie que toutes les barres ont la même longueur. Vous pouvez les utiliser de la même manière que les graphiques empilés. Et ils sont particulièrement utiles pour comparer des différences relatives. Voilà. Voici notre Nutrition Pack là. Nous parlons maintenant
Nous avons dit ici que tout le monde, la taille est la même, 100%. Et nous voyons qu'en janvier, 27% ont reçu, 25% des personnes âgées de 55 ans et plus ont reçu cet appui nutritionnel en janvier, par exemple. Maintenant, le message est qu'il faut que les couleurs soient les mêmes pour faire passer pour chaque catégorie dans chaque barre. Si on mélange les couleurs, ce serait difficile d'interpréter les barres. Si nous sommes dans, par exemple, comme nous parlons ici, je prends par exemple le groupe d'âge 55 et plus, nous voyons que c'est un peu violet là en haut et dans tous les quatre barres, c'est la même couleur. Nous sommes dans les personnes âgées de 18 à 54 ans. Nous voyons aussi que leur couleur est la même sur tous les 4 barres pour les 4 mois. Là, c'est un des caractéristiques ou bien des recommandations à maintenir si on veut utiliser ce type de graphique. Les graphiques à colonnes empilées permettent de visualiser les valeurs cumulées d'un élément de données à l'aide de barres verticales divisées en sous-parties et de comparer les parties à l'ensemble. Les éléments empilés et les uns et les autres sont différenciés par la couleur, comme je disais tantôt. Notez la différence dans les exemples, bien qu'ils soient composés des mêmes chiffres. Ici, nous parlons de valeurs absolues. Le graphique qui est à notre droite, ce sont les valeurs absolues où les barres ont la même taille. Mais en termes de le graphique qui est à notre droite, les valeurs les barres n'ont pas la même taille parce que nous parlons de valeurs absolues. Donc ici, parce que le message qui est en train de passer, c'est d'abord, il y a une grande quantité qui a été distribuée en mois de mars, suivi du mois d'avril. Et le plus petit, c'est en mois de janvier. On voit ça sur le graphique. Mais les couleurs sont les mêmes par catégorie d'âge. Moins de 18 ans, 18 à 54 ans et plus de 55 ans. Slide, please. Oui, voici un type de graphique qu'on utilise plus régulièrement, les graphiques séculaires, certains appellent les camemberts, les graphiques en cercle. Un graphique séculaire sert à visualiser la relation entre une partie et le tout. Elle représente généralement le nombre en pourcentage. Donc, nous avons le cercle donne 100%. Et nous présentons maintenant la distribution. Par exemple, ici, nous avons le niveau d'insécurité alimentaire des personnes interrogées parmi les personnes vivant avec le VIH au cours du suivi dans les hôpitaux publics de l'Ouest de l'Éthiopie. Voici les réponses qui sont assorties de cette interview. Donc, quand nous additionnons les pourcentages à l'intérieur, normalement, ça doit nous donner 100. Si ça ne donne pas 100, c'est déjà un problème sur le graphique. Slide, please. Bon. Là, nous allons passer pour faire un peu un autre test sur les différents graphiques. Quel est le graphique séculaire qui comporte la plus petite section de vert? On nous demande de regarder. Il faut être vigilant. Il y a la couleur verte là. Qui a la plus petite section? 5, 1, 2, 3. Vert. Il y a 3 graphiques. Le total 6, 7, 10, 14, 5, 6. Quel est le graphique circulaire qui comporte la plus petite section de vert?
parmi les 3 graphiques A, B, C. Okay. Il y a Carlos, c'est un de nous qui a dit même dimension. L'autre Peter, a we're dit B. having, Je vous sorry, en Peter, prie. we're having a glitch with the polls, but if people could put their answers in the chat. Il y a, nous voyons les propositions de réponses des collègues dans le chat. Même dimension, B, B, voilà. Même dimension, bon. Et quand on voit le chiffre là, 3, 3, 3. OK. Next slide, please. On peut avancer. Évitez d'utiliser les diagrammes circulaires lorsque des diagrammes à barres conviennent mieux. Par exemple, nous avons troisième sondage. Nous avons ce qu'on vient de voir là, A, B, C, D. On revient maintenant pour le présenter sur les diagrammes à barres, par exemple. On nous dit éviter d'utiliser les diagrammes circulaires lorsque les diagrammes à barres conviennent mieux. Quel est le message qu'on veut passer ici? On se retrouve dans une situation saigne de noir qui représente quoi? Slide, please. Relation graphique en boule et nuage de points. Les graphiques, les graphiques en nuage de points sont principalement utilisés pour analyser les corrélations et les distributions. Elles facilitent la présentation de la corrélation ou de l'absence de corrélation entre deux variables différentes. Corrélation entre le taux de mortalité infantile et l'indice synthétique de fécondité. Voici le graphique qui est à notre gauche. Il est en train de nous montrer la corrélation entre le taux de mortalité et l'indice synthétique de fécondité. Là, c'est en train de voir est-ce que si l'indice synthétique de fécondité est élevé, le taux de mortalité est aussi élevé, ou bien c'est le contraire. Donc, on peut aussi interpréter, nous avons l'axe X, abscisse X, si je ne me trompe pas, oui, nous avons total fertilité, le taux de fécondité, indice synthétique de fécondité, et nous avons ici le taux de mortalité infantile à l'abscisse X. Un graphique en boule permet d'ajouter au moins une autre dimension à un graphique en nuage de points. Par exemple, vous pouvez ajouter la taille de boule comme troisième variable et ainsi permettre une comparaison. Donc, si nous utilisons cette approche, on est en train de parler sur 3 différentes variables au même moment. Il y a la couleur qui vient à l'intérieur et en même temps, oui, nous mentionnons, les nuages sont là et on met aussi la couleur. Donc, en fonction de la dimension même des différents cercles comme les nuages qu'on a à l'intérieur, on peut dire que l'impact est plus élevé dans la zone indiquée. Et si on met aussi la couleur là, le message passe plus facile. Donc, c'est à nous de juger le type de graphique qu'on a utilisé. Est-ce que aussi les utilisateurs vont facilement comprendre. Parce que si tu choisis, par exemple, pour la relation, les graphiques en boule et nuages, est-ce que ceux qui vont lire sont les décideurs? Est-ce qu'ils ont la capacité, l'aptitude de vite comprendre le message? C'est des choses à questionner pendant qu'on fait les différents, on apprend de prendre, de choisir le graphique ou bien le visuel à utiliser. Slide, please. Oui, nous tendons vers la fin. Ces derniers temps, il y a le GIS, Geographic Information System. Nous sommes en train d'utiliser les données géographiques ou bien présenter les données sur les cartes. Il y a plusieurs logiciels qu'on utilise pour faire cette présentation. Et les cartes sont idéales pour donner aux chiffres et un contexte géographique, pour réparer rapidement les tendances, les zones les plus performantes
et les moins performants, ainsi que les valeurs aberrantes. C'est vraiment conseillé ce dernier temps. Nous menons les activités dans plusieurs districts de santé, dans plusieurs zones qui peut regrouper plus d'un district de santé. Et là, si nous faisons une présentation graphique aux décideurs, vraiment le message va bien passer. Imaginons le graphique de Bénin, par exemple, qui nous présente la prévalence du VIH par province, si ce sont les provinces là-bas. Là, quand vous voyez, vous allez présenter, vous pouvez mettre le chiffre et avec la couleur. La couleur va nous présenter que peut-être quand c'est bien forcé, si vous prenez le rouge, quand c'est trop forcé là, ça veut dire que la prévalence est plus élevée. Par exemple, c'est juste j'ai pris un exemple au Bénin, ou bien pour aussi prendre ça peut-être, je ne sais pas, au Togo, ça peut être la même chose. Donc, quand on utilise ces derniers temps, c'est conseillé que nous présentons nos données, nos résultats en utilisant les graphiques, les cartes géographiques. Et là, il faut, ceux qui sont appelés à les présenter connaissent les applications à utiliser, les informations nécessaires. Peut-être il faut télécharger dans Google Maps, je ne sais pas, les informations longitudinales et de latitude par zone. Il faut chercher toutes ces informations ou bien pendant votre collecte de données, peut-être en se servant de votre téléphone, il faut prendre les données, la situation géographique, peut-être dans un point chef-lieu de district, chef-lieu de région, chef-lieu de l'aire de santé ou bien chef-lieu de la région. Là, ça pourra représenter dans la carte du pays et vous associer les données. Quand vous prenez les différentes couches, ça va sortir facilement et le message sera vite et très bien compris. C'est vraiment, si on me demande, je vais nous conseiller que nous tous là, nous avancions à comprendre comment utiliser présenter les données sur la forme, sur les cartes. Dans nos jours, les cartes sont vraiment sont les bienvenus et beaucoup de gens en recommandent. Slide, please. Oui, nous tendons vers la fin, mais avant de vous vouloir dire merci, on va rappeler des conseils conseils pratiques sur le plan stylistique. Pour faciliter la comparaison des graphiques à colonne et à bas, triez vos données par ordre croissant ou décroissant de la valeur et non par ordre alphabétique. Ça l'est, mais c'est très important. Ça l'est simple, mais il faut, parce que ça facilite la lecture, l'interprétation. Il faut trier les données par ordre décroissant ou bien croissant. Là, on va voir comment l'évolution est, comment les données sont présentées facilement. Rapport données encre, supprimer les informations, les lignes, les couleurs et le texte d'un graphique qui n'apporte pas la valeur, qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Vous êtes dans la zone de votre zone graphique, peut-être les lignes qui sont là, vous pensez que le message que vous voulez passer, ces lignes-là bloquent. Il faut les supprimer. Un simple clic, supprimer ça part. Laissez le graphique plus simple pour que l'on comprenne le message plus vite. Étiquette. Pour éviter toute erreur d'interprétation, utilisez autant que possible des étiquettes directement sur la ligne, la colonne, la barre, le graphique circulaire, etc. Tu les places là-bas. Là, si c'est le secteur, le diagramme à secteur, si c'est le secteur de personnes positives, ou bien le secteur des femmes, tu mets le chiffre, l'étiquette sur ces secteurs. Couleurs. N'utilisez pas plus de 6 couleurs dans un même graphique. Vraiment, il faut prendre ça au sérieux. Si nous faisons une graphique et on a plus de 6 couleurs,
nos yeux ne vont pas bien voir et on ne pourra pas vite interpréter vos données. Pour comparer la même valeur à différentes périodes, utilisez la même couleur à une intensité différente, de plus clair au plus foncé. Je vais faire la comparaison de la prévalence au VIH, peut-être je ne sais pas, au Gabon, mais le temps, il faut que j'utilise le même caractéristique paramètre. Ici, c'est la prévalence. Je vais montrer ça. Quand s'il y a un changement avec le temps, il faut choisir l'intensité de couleur. Pour des catégories différentes, utilisez des couleurs différentes. Les couleurs les plus utilisées sont le noir, le blanc, le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Conservez la même palette de couleurs ou le même style pour tous les graphiques de série, ainsi que les mêmes axes et étiquettes pour les graphiques similaires, pour que vos graphiques soient homogènes. Je vais revenir sur le C là. Dans certains bailleurs ont leur politique de couleur. Donc souvent, il faut essayer d'adhérer à leur politique de couleur pour les graphiques. Donc, si peut-être il requiert que des couleurs à utiliser dans les graphiques sont telles, c'est souvent bien de les respecter. Parce que souvent, ils proposent, mais ils n'imposent pas. Mais c'est souvent bien de respecter ça. Pour certains bailleurs, ils exigent, non, pas qu'ils exigent, ils proposent une série de couleurs à utiliser. Next slide, please. Et enfin, et surtout, la visualisation des données n'est pas un objectif en soi. Elle a pour but de faciliter l'utilisation des données et de favoriser un environnement de prise de décision axé sur les résultats. Vous ne pouvez pas faire un projet de visualisation de données. Vous pouvez faire un projet peut-être, je ne sais pas, vous pouvez faire un projet peut-être de prévention du VIH chez les populations clés. Et maintenant, là, vous utilisez la visualisation pour présenter les résultats, mais pas le contraire. Donc, elle n'est pas un objectif en soi. C'est un outil à utiliser pour présenter les résultats. Nous sommes presque à la fin de notre présentation. Next slide. S'il y a des questions, encore, vous pouvez poser. Do we have questions there, Melissa? We don't have questions, and I believe this is the last slide. Let me just check. Yeah. Yes. So if people have questions, they can feel free to ask them now in the chat. We have about 15 minutes for questions. Nous avons jusqu'à 15 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Nous sommes à votre disposition à proposer des réponses. Merci. Et en posant, vous utilisez le chat. On a commencé, nous sommes à près de 65. On a commencé à 65. Maintenant, il y a 2 personnes qui ont, pour une raison quelconque, ne sont plus avec nous. Donc, nous sommes actuellement à 63. S'il n'y a pas de questions, je vous donne encore 2 minutes. Merci aussi Thomas pour le mot. Merci pour la facilitation. Merci beaucoup Thomas. Et comme je disais, ces présentations seront disponibles dans notre site web et vous pouvez télécharger même cette facilité, la version vocale. Donc, nous avons enregistré, donc vous pouvez avoir tout, mais ce sera converti en PDF. Et si jamais vous avez d'autres soucis,
Il y a d'autres sessions de comité de pratique qu'on va organiser où on peut prendre un aspect de cette présentation et aller plus pratique pour développer et faciliter notre compréhension. Et ce genre de présentation ne sera pas forcément facilité par moi. On va ensemble choisir quelqu'un qui pourra, comme on était, ceux qui ont participé à Accra, on a eu ce genre de réunion où on avait déjà identifié certains sujets et en janvier, nous allons commencer ce travail. Oui, nous allons partager la présentation, je vous en prie. OK. Bon, comme nous n'avons plus de questions, nous n'avons pas de questions, et je vois dans le chat le message de remerciement. We are having most in the Q&A or the chat box appreciations, words of impression about the presentation. I'm trying to say it to Melissa, so I'm not sure we'll have other questions. So, j'espère peut-être on pourra les donner vos 15-10 minutes qui restent pour que vous fassiez autre chose. Maybe we'll give them the 10 remaining minutes for others so that they could get themselves involved in some other things. Yes, no problem. And I heard you explain that the webinar will be available starting tomorrow on the ASAP resources page. And then I sent also the link. I believe you were talking about the communities of practice. So there's a registration link also in the chat for that, if you want to just let people know. Je disais parler qu'il y a le comité de pratique. Nous allons vous informer et là, on va ensemble identifier le sujet à discuter. Ça va commencer en janvier. Et en ce qui concerne la présentation, si à partir de demain, vous pouvez le télécharger dans notre site. Et si jamais il y a des questions spécifiques, vous pouvez toujours adresser vos questions. On va essayer de répondre. Mais je disais que la partie comité de pratique de suivi et évaluation, on va aller en détail dans certains aspects ici, comme nous avons présenté. Et après-demain, nous aurons encore une autre webinaire sur un autre sujet. Donc, vous êtes le bienvenu d'y participer et de contribuer pour l'amélioration du contenu. I think we can call it a day, Melissa. Thank everybody. Je vous remercie pour la participation. Thank those from all and far and near. Nous sommes à 62 maintenant. Au total, on a commencé à 65 et thank you et nous vous remercions de votre attention. Portez-vous bien dans vos différentes localités, dans vos différents pays et à très bientôt. Merci.